Je n'oublierai jamais le bruit de cette porte. Un claquement sec, presque banal, et pourtant suffisant pour faire exploser 25 années de mariage en une fraction de seconde. Quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, ce que j'ai vu m'a coupé le souffle, arraché la dignité et glacé le sang dans mes veines. Mon mari, notre voisine, plus jeune de 30 ans, et ce chien, immobile, au centre d'une scène si choquante que mon esprit a refusé de comprendre immédiatement. Pendant quelques secondes, je suis restée là, incapable de crier, incapable de pleurer, incapable même de reculer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Ce jour-là, pour nos noces d'argent, j'ai cru devenir folle. J'avais pourtant tout préparé avec soin. 25 ans de vie commune, ce n'est pas rien. J'avais repassé cette robe que je gardais pour les grandes occasions, celle qu'il aimait tant, celle qu'il disait me donner l'air plus jeune. J'avais réservé un dîner dans un petit restaurant discret, là où nous avions fêté nos 10 ans de mariage. J'avais même écrit une lettre, à la main, avec des mots simples mais sincères, pour lui rappeler ce que nous avions traversé ensemble. Je voulais lui faire une surprise intime, sans bruit, sans témoin, juste nous deux. Je croyais encore que notre histoire méritait d'être célébrée. Je m'appelle Aïcha, j'ai 58 ans. J'ai travaillé toute ma vie, élevé nos enfants, soutenu mon mari Philippe dans ses réussites comme dans ses échecs. J'ai accepté ses silences, ses colères, ses absences déguisées en fatigue. Je n'ai jamais été une femme naïve, mais j'ai longtemps été une femme patiente. En France, on dit souvent que la stabilité est une victoire. Moi, j'y croyais. Je croyais que rester, réparer, comprendre, c'était aimer. Quand j'ai ouvert cette porte, tout ce que j'avais construit s'est fissuré d'un coup. La voisine s'appelait Sandrine. Je la connaissais. Elle me souriait dans l'escalier. Elle me demandait parfois du sel ou du sucre. Je lui avais même rendu service plusieurs fois en gardant son chien quand elle travaillait tard. 30 ans de moins que moi. Une voix douce, un regard faussement gêné. Et là, dans ma chambre, dans mon lit, dans notre intimité, elle était figée comme un animal pris au piège. J'ai senti une chaleur monter dans mon visage, une humiliation brutale, presque violente. Les mots ont traversé mon esprit comme des lames. Trahison, mensonge, moquerie. J'ai pensé aux voisins, aux enfants, à tout ce que cette image allait détruire. J'ai voulu partir, claquer la porte, hurler. Mais je suis restée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une part de moi refusait encore d'accepter l'évidence. Philippe a parlé. Trop vite, trop fort. Il a balbutié une explication absurde, presque grotesque. Le chien, une urgence vétérinaire, un geste médical improvisé, une situation mal comprise. Ces mots tombaient les uns après les autres, sans cohérence, comme s'il cherchait à noyer la vérité sous un flot de détails techniques. J'écoutais sans vraiment entendre. Je regardais ses mains trembler. Je sentais l'odeur de la pièce. Je remarquais chaque détail, comme si mon esprit s'accrochait à la réalité pour ne pas s'effondrer. Pendant un court instant, j'ai voulu croire à cette version. Parce que croire, c'était moins douloureux que savoir. Parce que croire, c'était sauver ce qui restait de mon monde. J'ai quitté la pièce sans un mot. Je suis allée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. Mon reflet me semblait étranger. Une femme digne, fatiguée, blessée. Une femme qui comprenait, au fond d'elle, que quelque chose venait de se briser pour toujours. Les jours qui ont suivi ont été pires que cette scène elle-même. Le malaise s'est installé, les regards évités, les téléphones retournés, les silences trop longs, les explications qui changeaient, les petits mensonges qui s'accumulaient comme des grains de sable dans une mécanique déjà fragile. J'ai commencé à douter de tout, de lui, de moi, de ces 25 années que je croyais solides. Je n'ai rien dit aux enfants, je n'ai rien dit aux voisins. J'ai porté cette humiliation en silence, comme on porte un secret honteux qui n'est pourtant pas le sien. Chaque nuit, je revoyais cette porte s'ouvrir. Chaque matin, je me levais avec une boule dans la gorge. Je sentais que la vérité n'était pas celle qu'on m'avait servie. Je sentais que ce n'était que le début. Et pourtant, je ne savais pas encore jusqu'où cette histoire allait me mener. Car ce que j'allais découvrir par la suite allait dépasser tout ce que j'avais imaginé. Après cette nuit-là, plus rien n'a jamais été normal. Le silence s'est installé dans notre appartement comme une présence hostile, lourde, presque vivante. Philippe parlait peu, et quand il le faisait, ses phrases semblaient toujours incomplètes, comme s'il retenait volontairement une partie de la vérité. Moi, je faisais semblant de croire, parce que remettre en question officiellement son histoire aurait signifié affronter ce que je redoutais le plus.
Pourtant, chaque détail du quotidien commençait à me trahir. Les regards fuyants, les réponses trop rapides, les sorties soudaines sous prétexte d'achats urgents ou de rendez-vous oubliés. Je me suis mise à observer, pas comme une femme jalouse, mais comme une femme blessée qui cherche à comprendre. Philippe protégeait son téléphone comme un trésor. Il ne le laissait plus jamais traîner sur la table, là où avant, il l'oubliait sans y penser. Il changeait de pièce pour répondre aux appels. Il souriait parfois en lisant des messages, un sourire discret, presque honteux. Quand je lui demandais qui écrivait, il répondait trop vite, avec une irritation nouvelle dans la voix. « Le travail », disait-il. Toujours le travail. Sandrine, la voisine, avait changé elle aussi. Elle évitait désormais de me croiser. Quand nos regards se rencontraient par hasard dans l'escalier, elle baissait immédiatement les yeux. Plus de demandes de service, plus de sourires. Ce silence soudain me parlait plus fort que n'importe quelle confession. Je sentais mon estomac se nouer chaque fois que j'entendais sa porte s'ouvrir ou se refermer. Mon propre immeuble était devenu un terrain miné. Un soir, alors que Philippe prenait sa douche, son téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Une fois, puis deux, puis encore. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires. Jamais. En 25 ans, je m'étais toujours refusé ce geste, par respect, par principe. Mais ce soir-là, mes mains ont bougé toutes seules. J'ai pris l'appareil. L'écran s'est allumé. Un prénom s'est affiché. S. Juste une lettre. Mon cœur a raté un battement. Je n'ai pas ouvert le message. Pas encore. J'ai reposé le téléphone comme s'il m'avait brûlé la peau. J'ai senti mes jambes trembler. Dans la salle de bain, l'eau coulait toujours. Le bruit régulier de la douche me donnait envie de crier. À cet instant précis, j'ai compris que la scène du chien n'était qu'un rideau de fumée. Une explication grotesque pour masquer quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus profond. Les jours suivants, les incohérences se sont multipliées. Philippe rentrait plus tard. Il inventait des réunions qui n'existaient pas. Il se montrait soudain attentionné, presque excessif, comme pour compenser. Des fleurs sans raison, des mots doux tardifs, des gestes qui arrivaient trop tard. Je connaissais cet homme depuis trop longtemps pour ne pas reconnaître la culpabilité déguisée en tendresse. Un après-midi, en rentrant plus tôt que prévu, j'ai trouvé la porte de l'appartement entr'ouverte. Philippe n'était pas censé être là. Mon cœur s'est emballé. L'appartement était vide. Mais dans la chambre, quelque chose avait changé. Les draps n'étaient là pas ceux que j'avais mis le matin. Une odeur étrangère flottait encore dans l'air. Subtile, mais indéniable. Ce n'était pas mon parfum. Ce n'était pas le sien. Je me suis assise sur le lit, lentement, comme si le poids de la réalité venait de s'abattre sur mes épaules. Je n'ai toujours rien dit, pas par faiblesse, mais parce que je voulais comprendre l'ampleur exacte de la trahison. Chaque mensonge découvert en appelait un autre. Chaque détail confirmait ce que mon intuition criait depuis des semaines. Je me sentais invisible dans ma propre maison, comme si j'étais devenue un meuble, utile, mais sans valeur. Puis, un soir, j'ai entendu mon nom prononcé à voix basse derrière une porte close. Philippe parlait au téléphone. Sa voix était tendue, pressée. « Elle ne sait rien », a-t-il dit. Cette phrase m'a transpercée. Elle ne sait rien. Comme si mon ignorance était une stratégie. Comme si ma confiance était une faiblesse à exploiter. À ce moment-là, quelque chose s'est durci en moi. La douleur s'est transformée en lucidité. Je ne pleurais plus. J'observais. Je notais mentalement chaque détail, chaque horaire, chaque absence. Je préparais quelque chose, sans encore savoir quoi exactement. Je sentais simplement que rester passive ne faisait que prolonger mon humiliation. Je ne savais pas encore comment la vérité allait éclater. Je ne savais pas encore jusqu'où Philippe était prêt à aller pour me mentir. Mais une chose était certaine, le masque allait tomber. Et ce que j'allais découvrir très bientôt allait transformer ma douleur en décision irréversible. À partir de ce moment-là, je n'étais plus seulement une épouse blessée. J'étais devenue une femme éveillée. Chaque jour, chaque heure, chaque silence prenait un sens nouveau. Je ne cherchais plus des excuses à Philippe. Je cherchais la vérité. Et la vérité, quand on lui laisse de l'espace, finit toujours par se montrer. J'ai commencé par les détails les plus simples. Les tickets oubliés dans ses poches. Des cafés pris à des heures où il était censé être au travail. Des trajets incohérents sur son relevé bancaire. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour dessiner un schéma. Toujours les mêmes jours, toujours les mêmes plages horaires.
Toujours les mêmes mensonges répétés avec une précision mécanique. Ce n'était plus une erreur, c'était une organisation. Sandrine, de son côté, semblait vivre dans une nervosité constante. Je l'entendais parfois rire trop fort derrière les murs fins de l'immeuble, puis se taire brusquement dès qu'une porte claquait dans le couloir. Un soir, en rentrant, je l'ai croisée devant l'ascenseur. Elle a sursauté en me voyant, comme une enfant prise en faute. Son regard s'est posé une fraction de seconde sur mon alliance. Puis elle a détourné les yeux sans dire un mot. Cette fraction de seconde m'a suffi. Il n'y avait plus de doute. Un dimanche matin, Philippe a prétendu partir faire une course rapide. Il est revenu 3 heures plus tard. Trop détendu, trop serein. L'odeur de son parfum était plus forte que d'habitude, comme s'il avait voulu couvrir autre chose. Je n'ai rien dit. J'ai servi le café. J'ai souri. Et à l'intérieur, je notais tout. Chaque mensonge devenait une preuve supplémentaire. La nuit, je dormais peu. Je repassais mentalement nos 25 années, les changements progressifs, les distances installées lentement, presque imperceptibles. Je me souvenais de phrases que j'avais ignorées, de regards que j'avais excusés. Ce n'était pas une trahison soudaine, c'était une érosion. Une longue préparation dont je n'avais pas voulu voir les signes. Un soir, j'ai finalement ouvert ce message, celui signé d'un simple « S ». Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement calme. Les mots étaient clairs, trop clairs. Des rendez-vous évoqués, des souvenirs partagés, des promesses murmurées. Rien de vulgaire, rien d'excessif, juste assez pour confirmer ce que je savais déjà. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une confusion. C'était une relation installée, assumée dans l'ombre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai reposé le téléphone avec une lenteur presque solennelle. À cet instant précis, quelque chose s'est fermé en moi. Une porte invisible, celle de l'espoir, celle de la réparation. J'ai compris que l'homme avec qui je vivais n'était plus celui que j'avais épousé, ou peut-être ne l'avait-il jamais été. Les jours suivants, j'ai continué à jouer mon rôle. L'épouse calme, la femme compréhensive, celle qui ne pose pas trop de questions. Philippe se détendait. Il devenait presque imprudent. Il laissait traîner des indices. Il parlait trop. Il se croyait en sécurité. Il ne voyait pas que je me préparais, moi aussi. J'ai commencé à rassembler des preuves, méthodiquement. Messages sauvegardés, horaires notés, témoignages indirects. J'ai même surpris une conversation entre Sandrine et une amie dans la cour de l'immeuble. Elle ne m'avait pas vue. Les mots étaient flous, mais l'intention était limpide. Elle parlait de moi comme d'un obstacle, d'un détail, d'une femme trop vieille pour comprendre. Cette phrase m'a traversée comme une gifle, mais elle m'a aussi donné une clarté nouvelle. Je n'étais pas un obstacle, j'étais la femme légitime, et je n'allais plus accepter d'être effacée. Un soir, Philippe m'a regardé et m'a dit, presque tendrement, que nous devrions peut-être faire un point sur notre couple. Cette hypocrisie m'a presque fait sourire. Il parlait de dialogue pendant qu'il vivait dans le mensonge. Je l'ai regardé en silence. Longtemps, il a détourné les yeux. À cet instant, j'ai su que la confrontation approchait, que le théâtre touchait à sa fin. Je n'étais plus dans l'attente, j'étais dans la décision. Ce qui allait suivre ne serait ni impulsif, ni violent, ni chaotique. Ce serait précis, calme, inévitable, car la vérité était désormais entre mes mains. Et très bientôt, quelqu'un allait devoir en payer le prix. Je n'ai rien annoncé, je n'ai rien menacé. J'ai laissé les choses suivre leur cours, parce que je savais désormais que la vérité, quand elle est bien préparée, frappe plus fort que n'importe quel cri. J'avais pris rendez-vous avec un avocat sans le dire à personne. Un homme calme, précis, qui m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai posé sur son bureau les messages, les relevés, les notes, il n'a pas eu besoin de poser beaucoup de questions. Son silence en disait long. À la fin, il a simplement dit que j'avais été patiente trop longtemps, mais que je n'étais pas en retard pour agir. Le moment décisif est arrivé un jeudi soir. Philippe m'avait annoncé un dîner professionnel. J'ai hoché la tête, j'ai souri. J'ai même proposé de réchauffer son plat préféré pour son retour. Il est parti détendu, presque léger. 1 heure plus tard, j'ai quitté l'appartement à mon tour. Mon cœur battait fort, mais mes pas étaient instables. Je savais exactement où j'allais. L'adresse figurait dans plusieurs messages. Un petit hôtel discret, à quelques rues de chez nous. Pas un palace, pas un lieu clandestin non plus. Juste assez anonyme pour se croire à l'abri. Quand je suis entrée dans le hall, l'odeur du produit de nettoyage m'a donné la nausée. J'ai donné le nom de Philippe à la réception. La jeune femme a hésité une seconde,
puis m'a tendu une clé. À cet instant, j'ai senti quelque chose se détacher en moi. La peur, elle est restée derrière. Devant la porte de la chambre, j'ai marqué une pause. J'ai respiré lentement. Je n'étais pas venue supplier, je n'étais pas venue pleurer, j'étais venue constater, j'ai frappé. Une fois, puis j'ai ouvert avant même qu'on ne me réponde. Ils étaient là, Philippe et Sandrine, figés, blêmes, nus de toute défense. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je n'ai pas crié, je n'ai pas levé la voix. J'ai simplement dit son prénom, Philippe. Il a reculé comme s'il avait vu un fantôme. Sandrine a tenté de se couvrir, mais son geste était inutile. Tout était déjà exposé. Philippe a parlé. Encore. Des excuses, des phrases confuses, des tentatives de justification. Il a osé dire que ce n'était pas ce que je croyais. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est libéré. Une clarté froide. Je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur, les copies des messages, les preuves, le dépôt de plainte pour adultère aggravé dans le cadre de la procédure de divorce. Les documents étaient là, officiels, concrets, irréversibles. Il a blêmi. Sandrine a compris avant lui. Son regard a changé. La confiance a laissé place à la panique. Elle n'était plus la jeune femme sûre d'elle. Elle était devenue une erreur coûteuse. Philippe s'est assis sur le lit, incapable de parler. Le silence s'est étiré. Je l'ai laissé s'installer, parce que le silence est parfois la plus grande des condamnations. Je leur ai dit que je savais depuis longtemps. Que la scène du chien n'avait été que le début d'une longue série de mensonges, que j'avais tout noté, tout gardé, tout compris. Je leur ai dit que je ne cherchais pas la vengeance bruyante, mais la justice claire. Je me suis surprise moi-même par le calme de ma voix. Je n'étais plus la femme humiliée. J'étais redevenue moi. Sandrine a tenté de parler. Je l'ai arrêtée d'un simple regard. Elle n'avait rien à m'expliquer. Elle avait fait un choix. Philippe aussi. Et moi, j'avais fait le mien. Je me suis tournée vers lui une dernière fois. Je lui ai dit que 25 ans méritaient mieux que des mensonges de couloir et des chambres d'hôtel. Puis je suis partie. Le lendemain, j'ai fait changer les serrures. Les enfants ont été informés, calmement, sans détails inutiles. Philippe est revenu chercher quelques affaires sous mon regard silencieux. Il ne me regardait plus dans les yeux. Sa chute n'était pas spectaculaire. Elle était profonde, silencieuse, définitive. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti quelque chose de plus rare. Un soulagement lourd, mais juste. La sensation d'avoir repris ma place, de ne plus être invisible. La justice n'avait pas encore prononcé son verdict, mais intérieurement, tout était déjà réglé. Et pourtant, ce n'était pas encore la fin, car après la vérité, vient toujours le temps du véritable choix. Rester dans la colère ou avancer vers autre chose. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, presque irréelles. L'appartement était silencieux, mais ce silence n'était plus menaçant. Il était réparateur. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais sans attendre le prochain mensonge, sans surveiller une porte, sans redouter une vibration de téléphone. J'ai appris à marcher seule dans cet espace que j'avais partagé pendant 25 ans, et chaque pas me rendait un peu plus forte. La procédure de divorce a suivi son cours, sans cri ni drame public. Philippe ne s'est pas battu. Il était vidé. Les preuves étaient claires, les faits établis. L'homme sûr de lui avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un homme confronté à ses propres choix. La justice n'a pas été spectaculaire, mais elle a été juste. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Sandrine a quitté l'immeuble peu après, sans adieu, sans regard en arrière. Son départ n'a provoqué ni soulagement excessif, ni triomphe, juste une neutralité froide. Elle ne faisait déjà plus partie de mon histoire. Elle avait été une parenthèse, pas une finalité. Les enfants ont souffert, bien sûr, mais ils ont compris. Ils ont vu ma retenue, ma dignité, ma volonté de ne pas transformer la douleur en poison. Je leur ai dit la vérité sans la salir de haine. Je leur ai montré qu'on peut être blessé sans devenir amer. Ce fut peut-être la leçon la plus importante que je pouvais leur transmettre. Un matin, en rangeant un tiroir, je suis tombée sur la lettre que j'avais écrite pour nos noces d'argent. Je l'ai relue, lentement. Les mots parlaient d'amour, de gratitude, de fidélité. J'ai souri tristement. Puis, j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je ne l'ai pas déchirée. Je l'ai refermée. Cette lettre ne lui était plus destinée. Elle était pour moi, pour la femme que j'avais été, pour celle que je devenais. J'ai recommencé à sortir, à marcher sans but précis,
à m'asseoir seule à la terrasse d'un café, sans me sentir observée ou jugée. J'ai redécouvert le plaisir du temps qui m'appartient, le plaisir du choix, le plaisir de ne plus faire semblant. La dignité, je l'ai compris alors, n'est pas une posture. C'est un état intérieur. Je ne ressens plus de colère, pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai compris. La trahison ne parlait pas de mon insuffisance, mais de ses failles. Je n'avais rien à réparer en moi, je n'avais qu'à me relever, et je l'ai fait. Aujourd'hui, quand je repense à cette porte que j'ai ouverte ce jour-là, je ne ressens plus de honte. Cette porte n'a pas détruit ma vie, elle l'a révélée. Elle m'a forcé à voir ce que je refusais d'admettre. Et parfois, la vérité la plus brutale est aussi la plus libératrice. Si vous écoutez cette histoire et que vous traversez une épreuve similaire, sachez une chose, rester digne n'est pas perdre. Partir sans haine n'est pas fuir. Se choisir n'est pas égoïste. C'est vital. J'ai cru perdre mon mariage ce jour-là. En réalité, j'ai retrouvé ma place. Et c'est peut-être la plus belle surprise que la vie pouvait encore m'offrir.